Une nuit noire. Une jeune femme debout près de la fenêtre de sa chambre est un peu surprise. Après tout, il y a un beau jeune homme aux cheveux noirs assis à la fenêtre. La jeune femme lui demande qui il est, mais le gars dit seulement combien de temps il a attendu le moment où il pourrait enfin la voir. Le jeune homme se penche vers le personnage principal et lui touche le menton. Il dit une fois de plus que ce jour est enfin arrivé, et il peut saluer joyeusement la jeune femme, mais elle est beaucoup plus jeune qu'il ne l'espérait. Le gars prétend qu'il allait l'emmener avec lui, mais peut-être qu'il ne le fera pas. Il pose sa main sur la tête du personnage principal. Et il dit que malheureusement il faudra attendre un peu, car il est encore trop tôt. Il prend une mèche de ses cheveux et l'embrasse, ce qui gêne la jeune femme. Le jeune homme s'éloigne alors et dit qu'il viendra demain aussi. Après quoi, il laisse le personnage principal seul avec ses pensées, et le matin même, la jeune femme se réveille dans son lit. Elle se demande si c'était un rêve, mais lorsque les servantes commencent à l'habiller, elle se rend compte que personne n'aurait pu entrer dans le palais sans se faire remarquer. Et du moins, c'est peu probable. À cause de ses romans, son imagination était débordante. Ce même jour, quelques heures plus tard, sur la place de la ville orientale, il y avait ce même jeune homme, il salue le personnage principal, et la fille est complètement sous le choc de cela. Les jeunes femmes réalisent qu'il s'agit du même homme, et la brune lui demande s'il lui a fait peur. Le personnage principal ne l'écoute même pas, et pense que c'est le destin. Empire Selbride, situé dans la partie orientale du continent central, et l'Empire Han, situé près de la mer occidentale, sur le continent oriental, entretiennent des relations étroites depuis de nombreux siècles. L'empereur Selberd, comme l'empereur Han, s'intéresse vivement aux terres orientales. Il ordonna à ses subordonnés d'étudier ce continent mystérieux et d'en découvrir les bienfaits pour l'Empire. Le margrave Myers est l'inspecteur en chef de l'empereur, une figure clé des relations diplomatiques et personnellement nommé par l'empereur pour ses services exceptionnels. Et le principal casse-tête du margrave est sa fille, la rebelle dame Nera Del Myers. Plusieurs personnes chuchotent entre elles. L'une d'elles demande si la dame rebelle s'est finalement échappée. Un autre prétend que, puisque son seigneur est si préoccupé par elle, ils gardent tous la bouche fermée. Mais si seulement son collègue savait comment cette dame le tourmentait pendant les cours de natation. Soudain, quelqu'un arrive derrière lui et lui demande comment il ose dire ça. Il s'avère que c'est le personnage principal. Le serviteur essaie immédiatement de se justifier, mais ne sait même pas quoi dire. Puis la jeune femme se retourne et dit que cela n'a pas d'importance, et elle part, et les garçons ne doivent pas dire un mot à leur père. Le personnage principal comprend qu'ils ne savent de rien d'elle, mais parle dans son dos. Le soir même, Neira retrouve ce même jeune homme. Elle affirme que le gars parle assez couramment la langue continentale internationale et demande s'il fait partie du Conseil impérial. Le jeune homme affirme qu'il n'a pas besoin de connaissances humaines et qu'il est tout simplement maître de la magie de la communication. Neira pense qu'il parle comme s'il n'était pas une personne. 2 semaines s'écoulèrent depuis leur rencontre, et non seulement son apparition soudaine, mais aussi les histoires qu'il racontait, parurent étranges à la jeune fille. Il lui parla des divinités qui s'étaient installées dans les 4 parties du monde. On les appelait les gardiens tout-puissants. Le jeune homme racontait également comment les gens les adoraient, dans l'espoir de recevoir une bénédiction. Et il racontait toutes ces histoires, qui ressemblèrent davantage à des histoires du soir, comme s'il était là avec le saint. La jeune fille pense que, si c'était quelqu'un d'autre, elle penserait simplement qu'il est démodé. Mais à sa grande surprise, la jeune femme était intéressée. Et elle est sûre que tout cela est dû à sa voix captivante, ou que tout cela pourrait être dans son regard. Je crois que le personnage principal avait quelqu'un dans sa vie qui était si gentil avec elle. Soudain, l'homme se tourne vers Neira et lui demande pourquoi elle le regarde comme ça. La fille se retourne aussitôt et crie que ça n'a pas d'importance. Puis elle dit qu'elle se demande simplement si le garçon s'ennuie de passer du temps avec elle. Le jeune homme ne comprend pas de quoi elle parle, et la fille lui demande s'il a autre chose à faire. Elle a sa robe, et pense qu'elle ne sait en fait rien de ce type, même si 2 semaines se sont déjà écoulées. B.R. Yunet affirme que son objectif principal est de la rencontrer, et qu'il passe beaucoup de temps avec la jeune femme. À sa manière, c'est important pour lui. L'héroïne est quelque peu touchée par ces mots, au point d'être gênée et de dire qu'elle ne les pensait pas du tout. La fille soupire et dit qu'elle veut savoir qui est vraiment le jeune homme. L'homme se lève et lui demande de se présenter en premier. Il prend une pierre pointue et commence à dessiner quelque chose sur le sol. Le brun affirme que le premier hiéroglyphe de son nom, mère, est son élément, et le second, règle et principe. Il est contraint de porter ce nom et de vivre selon certaines règles.
Le personnage principal lui demande comment prononcer ce nom. Le garçon porte un doigt à ses lèvres et dit qu'il s'appelle Haeryong. La jeune femme essaie de prononcer le nom, mais elle n'y parvient pas. Le gars ne peut s'empêcher de rire à cela, et il continue de répéter son nom, pendant que le personnage principal essaie de le prononcer. Mais elle n'y arrive pas, ce qui fait rire le garçon encore plus fort. Le personnage principal lui dit de ne pas rire. Et puis elle prétend que son nom n'a pas vraiment de signification, mais elle prend un caillou et dessine son nom sur le sol. Après quoi, elle le prononce à voix haute. La fille prétend que son nom est Neira Delmyers. Après quoi le gars le prononce clairement et avec précision. La fille revient et dit que si elle s'entraîne, elle peut le faire aussi. Et le jeune homme dit « Non, il n'y a pas besoin de se précipiter, car ils ont tout le temps ». Il affirme ensuite que les yeux de la jeune femme sont comme la mer, et que si vous regardez d'en haut, la mer sera sous les nuages. Haeryong s'approche d'elle et lui dit que si vous regardez sous les vagues, vous aurez l'impression que la mer lave le ciel. C'est alors que la jeune femme ressentit pour la première fois l'émotion d'un baiser. À cet instant, elle n'en tira qu'une seule conclusion. Soit elle sera avec lui, soit elle ne sera avec personne. Neira Delmyers. Elle est la fille unique du margrave et de son mal de tête. Après avoir persuadé son père de l'emmener avec lui sur le continent oriental, la jeune fille y arriva dans le cadre d'une mission diplomatique. À l'insu de son père, elle fuyait souvent pour des rencontres étranges, et bientôt des rumeurs sur le comportement de sa fille parvinrent jusqu'au margrave. Le père hurla et répéta une fois de plus que sa fille devait se comporter conformément à son statut. L'homme demande combien de fois il doit lui dire que sa fille ne devrait pas être si négligente, et qu'il y a déjà des rumeurs qui circulent, selon lesquelles Lady Myers, voyez-vous, est en compagnie d'un homme inconnu. Le margrave demande également si la jeune fille continuera à se comporter de cette manière et à déshonorer son père. Mais la jeune femme demande seulement ce qu'elle a fait, et puis elle prétend qu'elle n'a rien fait pour nuire à sa réputation, puis son père dit qu'elle a raison. Et la jeune femme affirme que si elle n'avait pas attiré son attention si vite, rien de tel ne serait arrivé. L'homme comprend qu'il n'aurait pas dû emmener sa fille avec lui. Mais s'il l'avait laissée, il aurait eu peur de la déplacer pour qu'elle la jette dehors. C'est pourquoi le blond demande à sa fille de se comporter correctement, car il est peu probable qu'il puisse arranger les choses si quelque chose d'irréparable se produit. Le personnage principal affirme que son père parle comme si elle avait tué quelqu'un. La jeune fille s'approche de lui et lui dit qu'il peut le considérer comme un père et ne pas s'inquiéter. La jeune femme prend un vase dans la commode et le brise aussitôt. Le père est choqué et crie ce que fait sa fille, et la fille se contente de dire qu'elle mérite au moins une réprimande. Après tout, son père réglera tout. L'homme crie son nom comme pour lui ordonner de se calmer, mais la jeune femme demande simplement avec un sourire narquois ce qui ne va pas, et si cela ne suffit pas, l'homme ne sait même pas quoi répondre, et regarde seulement Neira avec fureur. Le personnage principal affirme qu'il n'osera jamais porter la main sur elle. De toute sa vie, la jeune femme n'a jamais été punie comme il se doit. Et peut-être que le père ne veut pas du tout perdre son temps avec elle, mais en exaucant tous ses souhaits, ils se sont facilité la vie à eux-mêmes. Le personnage principal pense qu'il avait peur que Neira déverse tout son ressentiment sur eux. L'homme protégeait tous les autres, la jeune femme, étant la principale menace, et un profond ressentiment s'installait en elle, car elle aussi désirait sa protection. Mais quoi qu'elle fasse, personne ne s'en souciait, et quoi qu'elle exigeât, tout était exaucé. Plus le personnage principal se rendait compte que l'attitude à son égard était quelque peu différente, plus elle commençait à se permettre quelque chose. Enfant, elle a vu son père gronder son demi-frère, puis tout en larmes, il lui a demandé pardon et l'homme l'a serré dans ses bras. Il s'est excusé auprès de son fils pour avoir crié et a dit que le bébé savait que son père l'aimait. Mais il n'a jamais adressé de paroles aussi chaleureuses à Neira. L'homme lui a simplement dit d'entrer dans la pièce. Et la jeune femme comprend qu'il ne l'a jamais serrée dans ses bras avec autant de tendresse. Le personnage principal ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter cela, ni quelle erreur elle avait commise. Après tout, son père disait toujours que tant que sa mère était en vie, personne ne se souciait d'elle, et aucune femme ne la serrait jamais dans ses bras. Neira pense qu'il serait peut-être mieux qu'elle parte avec sa mère, mais soudain son père se tourne vers elle, et la jeune femme réalise avec horreur qu'elle l'a dit à voix haute. Neira se retourne aussitôt et tente de s'enfuir. Malgré le ressentiment, elle a exprimé son désir de quitter ce monde avec sa mère. Mais elle ne voulait pas que son père le sache. L'homme tout excité crie à Neira d'attendre, mais le personnage principal s'enfuit du domaine en larmes. La fille comprend que le pire dans cette situation est qu'elle regrette vraiment d'être en vie. Neira pense que personne ne se soucie d'elle,
et qu'elle est comme un problème ambulant à leurs yeux. Mais soudain, la fille tombe sur quelqu'un. Il s'avère que c'est Hae-ryung. Il demande à la jeune femme ce qui s'est passé. Et pourquoi pleure-t-elle le personnage principal? Dit seulement son nom en larmes, et le jeune homme demande ce qui s'est passé. Mais Nera continue de pleurer. Mais soudain, son père crie à la fille d'attendre. Le personnage principal le regarde avec des larmes dans les yeux, puis la brune lui couvre les yeux avec sa main. Et puis, il lui demande quoi faire. La jeune femme pose sa main sur la sienne et prétend vouloir s'enfuir. Puis Hae-ryung dit qu'il le fera un instant plus tard. Il ouvre déjà les yeux de la fille, et la jeune femme est un peu surprise par cela, car ils se sont vraiment retrouvés dans un endroit différent. BR Yunet affirme que cet endroit lui est immédiatement venu à l'esprit. Il dit à sa chérie de simplement le lui faire savoir si elle veut aller ailleurs. La jeune femme s'approche de lui et lui demande « Qui il est ?» La jeune fille pense qu'elle ne sait rien de lui du tout. Elle est tombée amoureuse d'un inconnu qui lui a montré de la tendresse et de l'attention, mais il reste toujours mystérieusement silencieux. Il suffit de lui poser une question sur sa vie, et tout ce qu'il fait, c'est raconter des légendes. Mais le personnage principal l'apprécie, même si la fille ne connaît que son nom. Le temps passé avec lui fut rempli de bonheur. Jusqu'à présent, la dame aux cheveux blancs pensait que c'était la seule chose qui comptait, car elle était tombée amoureuse uniquement parce qu'elle était heureuse avec lui. Mais elle ne peut s'empêcher de se sentir étrange, car cet homme ne lui semble plus du tout simple. Et c'était comme s'il était comme ça depuis le tout début. Alors, le personnage principal demande qui il est. L'homme réfléchit un instant et dit qu'il avait peur que la jeune femme ne le croie pas. Il affirme qu'il ne voulait absolument rien cacher. Mais la fille était encore si jeune, alors il ne voulait pas se précipiter, et pendant un certain temps, tout s'est bien passé. Nera comprend qu'il lui a dit la même chose lors de leur première rencontre, et s'il n'essayait pas de lui cacher quelque chose, alors ce doux murmure adressé à Nera était sincère. Le frère prétend être né dans la mer du Nord, et être le prince héritier. Le garçon demande à la fille de le regarder dans les yeux, et puis elle verra qui il est vraiment. Mais quand la jeune femme les regarde, puis il aperçoit un dragon, et est pris de peur. La fille réalise qu'il s'agit d'un homme s'éloigne un peu, et comprend qu'il s'agit de l'un des tout-puissants gardiens. La brune dit qu'elle espère qu'ils ont effrayé la jeune femme, et la fille pense que peut-être elle rêve tout simplement. Elle demande pourquoi Hae-ryung est venu vers elle, et le gars prétend que c'est parce qu'elle lui était destinée. Et il l'a attendue si longtemps. La jeune femme comprend que pour une raison inconnue, elle a si facilement cru à ses paroles, malgré sa peur. Elle comprend que celui qui n'est pas humain est capable de magie, l'attend depuis de nombreuses années. La dame aux cheveux blancs lui demande s'il veut la prendre, et dans ses pensées ajoute de connecter sa vie avec elle. Le gars prétend qu'il le fera dès qu'elle sera prête, et la fille pense qu'elle aurait voulu être n'importe où, sauf dans ce manoir. Alors, elle tend les mains et demande au jeune homme de l'emmener de là dans son monde. Le gars rougit un peu à cause de cela. Et puis, il serre la fille dans ses bras. Hae-ryung s'excuse et dit qu'il devrait lui demander d'y réfléchir, mais il ne peut rien faire. La jeune fille pense que, puisqu'il a tant besoin d'elle, elle est prête à tout sacrifier, car elle veut être avec lui et être heureuse. Ce jour-là, Nera Delmayers a disparu du monde des humains sans laisser de traces. Peu de temps après, le garçon l'amena à ses parents. Les serviteurs la regardèrent avec avertissement. Le prince héritier affirme que cette fille lui est destinée par le destin, et tout le monde sait très bien combien de temps il a attendu pour la rencontrer. L'empereur répond qu'ils le savent bien sûr, et que cela les a profondément perturbés. Le jeune homme se tourne vers Sa Majesté. Son père dit qu'il ne dira plus rien, car cela ne relève pas de son autorité. Sa mère dit à son fils bien-aimé que l'empereur est très inquiet pour lui, et l'élu du prince deviendra la prochaine impératrice de la mer du Nord. Elle devra donc oublier sa vie humaine. Le personnage principal est un peu choqué par cela, et la femme continue et dit que ce monde, le palais et les sujets, tout cela deviendra sa responsabilité. La femme dit qu'elle les bénit et accorde à cette jeune fille le titre de princesse héritière, selon le souhait de Sa Majesté. Le personnage principal et son futur mari s'inclinent, et la brune remercie Sa Majesté. Peu après, alors qu'il quitte déjà le palais impérial, le jeune homme affirme que Nera a bien résisté. La jeune fille lui demande s'il le pense vraiment, et Hae-ryung répond qu'il en est sûr. Mais la jeune femme ne pense pas que les autres seront d'accord avec lui. Alors l'homme pose sa main sur sa tête. Cela pousse le personnage principal à laisser libre cours à ses émotions, et les larmes lui montent aux yeux. La jeune fille affirme qu'en réalité, elle avait un peu peur et qu'elle avait l'impression de tout faire de travers. Le gars prétend qu'elle est simplement encore très jeune et qu'elle a vécu une vie humaine,
Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait eu peur. Mais il dit à la jeune femme qu'elle apprendra tout et la jeune fille accepte. Mais bientôt la jeune femme découvre la vie terrible qui l'attend. Et maintenant, plus de 100 ans se sont écoulés depuis que le prince dragon noir a choisi un simple mortel comme élu. L'une des servantes dit à Sa Majesté qu'il est temps de partir, mais la jeune fille prétend qu'elle ne le fera pas. Les domestiques sont choqués par cela et demandent ce qu'elle dit et comment elle est censée le comprendre. Le personnage principal demande seulement ce qu'elle ne comprend pas de ce qui a été dit, car même le défunt empereur ne la considérait pas comme une belle-fille légitime. Et elle ne soulage ces malheureux sujets des souffrances qu'ils éprouvent qu'en s'inclinant devant elle. De plus, n'est-ce pas la plus grande humiliation que de saluer des invités d'honneur en étant indigne de leur présence? La servante soupire et demande à son Altesse, qui a osé parler d'elle, puisque tout le monde dans ce monde sait qu'elle est la matriarche du palais de la mer du Nord. Le personnage principal affirme que le monde entier est bien sûr au courant de cette humiliation. La servante hurle et demande pourquoi. Son Altesse s'entête en un jour aussi important. Neira comprend que l'homme pathétique qu'elles haïssent de toute leur âme est désormais le second souverain du monde des dragons noirs. Elle comprend parfaitement que les serviteurs et les gardes du palais ne l'acceptent pas comme impératrice. La servante se contente de crier à son Altesse de se comporter conformément à son statut. Et la jeune fille comprend qu'elle est assise silencieuse à écouter sa servante, lui ordonner d'un ton autoritaire de se comporter comme une impératrice. La jeune femme se souvient comment le prince lui a présenté cette servante. Il a affirmé qu'elle était son amie proche et fiable Yeryun. L'homme prétendait que cette fille serait avec Neira et l'aiderait si besoin. Il lui faisait plus confiance qu'à quiconque, alors il n'hésitait pas à la laisser avec elle. Mais le personnage principal a compris que pour Yeryun, la chose la plus importante était seulement son maître. Et bien sûr, elle était mécontente du fait que leur impératrice était également une personne sans valeur, car cela ternissait sa réputation. Le personnage principal affirme que même en faisant preuve de toute sa dignité, obtiendra-t-on le respect? Elle affirme être sûre que rien ne changera. La jeune femme se rend compte que la servante, tout en la traitant avec un respect fin, ne la percevait même pas comme la princesse héritière. La jeune fille passa 100 ans au palais où tout le monde la méprisait. Yeryun demande simplement à son Altesse ce que penseront les sujets en voyant l'empereur sans sa femme, et pourquoi la jeune fille fait preuve d'égoïsme maintenant. La servante lui demande de reprendre ses esprits. Le personnage principal ne pense qu'au type d'égoïsme dont il parle. Et bien sûr, la femme de chambre la blâmera pour tous. Mais la fille comprend que ce qu'elle fait ou ne fait pas n'a aucune importance, qu'elle fasse un effort ou qu'elle lâche prise. Elle est toujours coupable de quelque chose. Et même si elle écoute et vient, aucun de ceux qui sont présents ne se souciera de sa présence. Neira dit qu'elle cause des ennuis et qu'elle est égoïste, mais que ceux qui disent des choses désagréables dans son dos ne sont pas à blâmer. Elle remercie les servantes pour cette nouvelle leçon utile. Puis, furieux, il jette le livre. Les servantes choquées se couvrent la tête de leurs mains effrayées, et la jeune femme passe à côté de la servante. Marchant dans le couloir, le personnage principal entend un murmure. L'un des personnages raconte que leur empereur est un grand dragon noir, mais qu'il a choisi une épouse parmi les simples mortels, ternissant ainsi la famille impériale. Et l'histoire se répétant, Neira ne sait plus quoi faire. Elle pensait que tout irait bien une fois habituée à ce nouvel environnement inconnu. Mais elle ne le pense plus ainsi, car 100 ans ont déjà passé. Le jeune homme aperçoit sa femme et se tourne vers elle. Il affirme qu'Eunbi est particulièrement belle aujourd'hui. La jeune fille comprend que ce garçon est la seule raison pour laquelle elle ne peut tout abandonner. Les sujets d'un regard sévère observaient l'homme pitoyable, qui osait se présenter comme les sujets de la garde toute-puissante. Et le personnage principal, comme toujours, était silencieux à proximité. Ce soir-là, la jeune femme était assise dans sa chambre. Elle entend les servantes chuchoter entre elles. En passant, l'une d'elles dit « Je pensais qu'elles tomberaient en disgrâce vu l'obstination de leur maîtresse. » Une autre jeune fille prétend être la cause des troubles au palais, et sa collègue répond que c'est bien sûr le cas. La troisième servante demande alors quand la paix régnera. Le personnage principal se recroqueville dans un château de sable. Elle se demande si les servantes pensent vraiment qu'elle ne comprend toujours pas leur dialecte oriental. Et pourtant, elle a passé un siècle entier dans ce palais. Puis l'empereur entre dans la pièce, il s'approche du personnage principal et dit qu'elle doit être une charte. La fille n'est pas contente de cela. Elle comprend qu'à un moment donné, son amour sans fin est devenu un fardeau pour elle.
et la fille devint dégoûtée par ses sentiments et ses actions qu'elle ne pouvait plus supporter. Hae-ryong demande à la jeune femme si quelque chose lui est arrivé, et la jeune fille répond qu'elle n'est plus sûre de pouvoir tout gérer. Elle serre les poings et pense que différente des autres, elle pensait qu'en changeant tous ses problèmes seraient résolus. La brune dit seulement que l'ère de leur règne a commencé. Il embrasse la jeune femme sur le front et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il sera avec elle pour toujours. Le personnage principal comprend que 100 ans se sont écoulés et se demande si ce n'est que le début. Neira se demande combien de temps cela va durer, et si elle sera capable de tout supporter. Ses yeux se ferment, et la dernière chose qu'elle voit est Hae-ryong hurlant d'horreur pour qu'elle se réveille. Lorsque la jeune femme ouvre les yeux, la première chose qu'elle voit est cette vieille femme. Elle prétend qu'elle va remonter le temps et donner à la jeune femme une chance de commencer une nouvelle vie. Elle prétend que la fille a finalement décidé ce qu'elle veut. La vieille femme prend sa main dans la sienne et dit au personnage principal de lui dire ce qu'elle veut. La fois suivante où Neira ouvre les yeux, elle voit sa servante debout devant elle. Elle lui demande si sa maîtresse a encore passé la nuit à lire. Le personnage principal, légèrement choqué, demande à Kitty ce qu'il en est. Puis en se retournant et en regardant le livre, il réalise qu'il est de retour chez lui. La servante lui demande si ce livre est un autre roman sur la réincarnation du personnage principal. Neira répond que c'est exactement le cas, et la servante demande si l'héroïne et Romanov renouent avec leur vie, bouleversant tout. L'héroïne principale demande d'où vient cette passion. La servante le sait. La brune dit que par le passé, l'héroïne Romanov a été trahie par son bien-aimé et qu'elle l'évite désormais, mais qu'ils se reverront probablement de toute façon. Neira demande alors si la servante a également lu ce roman, mais la jeune fille répond que ce n'est pas nécessaire, car tous les romans avec la réincarnation sont les mêmes. La servante demande s'il n'y a pas une certaine naïveté dans tous ses retours et ses regrets. La fille dit que c'est en quelque sorte contre nature, car au début les héros se comportent comme des enfants, mais à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent obsédés et ne veulent pas abandonner le passé. Remarquant le regard de sa maîtresse, la servante dit que bien sûr ce n'est que son opinion. Mais la jeune femme se retourne et dit qu'elle est d'accord avec la femme de chambre, puis lui demande ce que la femme de chambre pense du nettoyage des toilettes pendant une semaine. Elle est désormais Neira Delmayers, une protagoniste stupide et sans valeur, qui a eu la chance de renaître. Dans toutes les histoires d'amour, les renaissances se ressemblent. D'abord, la trahison de l'être aimé, puis la fin tragique, et la naissance de la colère dévorante. Un nouveau cas du personnage principal. La raison de la renaissance est quelque peu différente. Mais dans cet endroit horrible, elle ne pouvait même pas savourer les desserts. Hae-ryong lui conseilla d'oublier la maigre nourriture humaine, car il l'élevait avec des plats bien plus délicieux. Neira pense que jusqu'à ce qu'elle goûte le chocolat, qui monte dans la bouche de quelqu'un d'autre, le jour de son retour dans le passé, elle n'aurait pas pu réaliser pleinement qu'elle était de nouveau chez elle. Le personnage principal ne peut s'empêcher de sourire devant ces douceurs. La servante se tourne vers sa maîtresse et lui dit qu'elle est visiblement captivée par le dessert. Après que la servante l'ait appelée par son nom, le personnage principal se rend compte qu'elle a déjà oublié ce nom. Pendant longtemps, les gens l'appelaient Eunbi, un nom qui lui avait été donné par le grand empereur Dragon Noir, son mari, et pour cette raison, son vrai nom a cessé d'exister. Son père et sa mère sont morts, puis Gradian a souffert aux mains du Dragon Noir. La jeune femme a couru vers son mari en larmes, criant que le garçon était son jeune frère. L'homme prétendait être avant tout un être humain et être puni pour ses péchés. Le personnage principal du jeu en fut choqué, puis l'homme la serra dans ses bras et lui dit qu'il comprenait tout. Il s'excusa également d'avoir semé la peur dans le cœur d'Eunbi. Cependant, il affirme que tout ce qu'il fait est pour elle, et la jeune femme comprend qu'elle aussi était humaine. Maintenant, la fille pense que, peu importe à quel point elle s'est trompée en pensant qu'elle ne le détestait pas, il l'aimait d'une manière spéciale mais sincère. Mais cette fois, elle veut vivre cette vie seule, en tant que Neira, et non en tant que sa mignonne Eunbi. La fille continue de manger des bonbons et pense qu'il reste encore un an avant de rencontrer Hae-ryong et qu'elle doit se préparer. Mais en plus de cela, il y avait un autre problème. Elle se souvient très bien de la femme rebelle qu'elle était et combien de problèmes elle a causé à sa famille dans sa vie passée. Et maintenant, alors qu'après un siècle, elle est revenue à son ancienne vie. Neira, 6 ans, est restée alitée pendant une semaine, après avoir été prise d'une fièvre soudaine. Et quand la jeune femme reprit ses esprits, elle devint complètement différente. Quand la jeune fille boit du thé à table, sa mère soupire. Elle s'évanouit presque et dit que sa fille a de merveilleuses manières.
Neira dit à sa mère que si elle ne se sent pas bien, pourquoi ne se repose-t-elle pas jusqu'au soir? La femme manque de s'évanouir à nouveau et demande si la jeune femme a appelé sa mère. La jeune fille se demande si elle a encore dit quelque chose de mal. La femme demande simplement à son mari si tout cela n'est qu'un rêve, mais il répond qu'il ne le sait même pas. La servante murmure à l'oreille de sa maîtresse de se comporter comme d'habitude, et la jeune fille pense que c'est facile à dire, mais difficile à faire. Le père demande si tout va bien pour sa fille, et la fille répond que tout va bien, et s'excuse de l'avoir inquiétée. Puis le blond dit qu'il a essayé de soumettre ses documents pour l'admission à l'Académie Attelant. Mais jusqu'à présent, rien n'a fonctionné. Le personnage principal soupire et dit qu'elle ne pensait même pas que son père s'inquiétait de son désir d'entrer dans cette académie. L'homme crie que tout va mal. La jeune femme ne comprend pas ce qui s'est passé, et son père dit qu'elle devrait s'indigner et taper du pied, puis jeter tout ce qui lui tombe sous la main, exprimant sa protestation. Ce n'est pas qu'il souhaite vraiment que sa fille se fâche ou qu'elle accuse Ygraine de mentir, car il ne lui permettrait jamais de faire de telles déclarations. La jeune femme lui demande pourquoi il a mentionné sa mère. Mais l'homme se contente de crier depuis combien de temps Ygraine est devenue sa mère, car la fille ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant et était catégorique dans sa décision. Mais il ajoute que, bien sûr, il ne dit pas que l'appeler mère est mal. Le père se calme un peu et dit que même si le comportement de sa fille aujourd'hui est digne d'éloge, il s'empresse de lui rappeler qu'il reste une semaine avant les examens d'entrée et lui demande si elle est sûre d'avoir le temps de se préparer. Après tout, son cousin, pourtant premier de sa classe, a étudié pendant 5 ans. Le personnage principal confie calmement à son père qu'elle peut s'en sortir. L'homme dit seulement avec un peu de colère qu'il n'a pas d'autre choix que de supporter l'entêtement de sa fille. Mais si ses actions nuisent à la réputation de leur famille, la jeune fille les attend et, prenant sa tasse de thé dans ses mains, dit que Gradin deviendrait le prochain chef de famille. Les parents sont surpris par cela. Mais la fille continue et dit qu'elle ne veut pas devenir l'héritière de la famille Myers. Elle affirme qu'elle mérite d'être le successeur de leur famille et pense que son père est du même avis, puisque Gredian est beaucoup plus adapté à ce rôle. Et à cause de son entêtement, il est obligé de vivre dans un autre quartier au lieu de vivre avec eux. Le personnage principal lui dit de le sortir de là et de lui fournir les connaissances nécessaires, ainsi que de l'entourer des soins qu'il mérite. Après tout, elle ne résistera plus. Son père se demande comment son attitude envers Gredian et Ygraine a pu changer en une seule nuit. Il serre aussitôt sa fille dans ses bras, pensant que ses sentiments ne sont finalement pas revenus. L'homme lui demande pardon et lui explique que c'était si dur pour sa fille, mais qu'elle est devenue si attentionnée. Et bien que pendant 10 ans, elle n'ait pas voulu étudier, ils ont également changé 36 professeurs. Mais il doit dire à tous ceux qui la considèrent comme leur principal casse-tête qu'ils ont tort. Neira pense qu'il semble que cette fois-ci, elle ait vraiment causé des problèmes, car peu de temps après, il y a eu une agitation dans le domaine Myers. Toutes les servantes racontaient que maintenant, la jeune dame avait légué sa mère, et qu'elle avait même volontairement changé de faveur et permis que le monsieur soit amené là-bas. Et maintenant, elle allait également s'inscrire à l'académie. Ils prétendent que la dame a vraiment changé. Il n'y a pas si longtemps, Neira était une rebelle incontrôlable qui faisait ce qu'elle voulait. Mais au-delà de ça, la façon dont elle traitait Gredian faisait peur à tout le monde. La fille a crié à son frère de fermer sa sale gueule et lui a demandé qui était sa sœur. Mais Gredian était le seul à ne pas avoir peur d'elle du tout. Il aimait sa sœur de tout son cœur. Le garçon se demandait si Neira avait toujours vécu ainsi. Cela se produisit le jour de la mort de sa mère, lorsque celle-ci quitta la femme de son père et entra pour la première fois dans la demeure familiale des Myers. La femme a dit à son fils que sa petite sœur avait récemment dit au revoir à sa mère biologique. Il devrait donc comprendre ses sentiments et l'aider. Mais avant que le garçon ne puisse se faire une promesse, il fut déjà touché au plus profond de son âme. Rien qu'en voyant sa belle-sœur aînée, il jura qu'il la protégerait pour le reste de sa vie. Lorsque le gars revient au manoir, il court dans la chambre de sa sœur, en état de choc. La fille se tourne vers lui et l'appelle par son nom. Le jeune homme se rend compte qu'il a fait irruption dans la pièce sans frapper et dit qu'il ne le faisait pas exprès. Il ferme déjà les yeux en prévision de la colère de sa sœur qui le frappera à nouveau. Mais la fille dit seulement qu'à partir de ce jour, il doit demander la permission d'entrer dans sa chambre. Gredian est choqué et la jeune femme lui demande ce qui s'est passé. L'homme s'approche d'elle et lui dit tout excité qu'il a entendu dire qu'elle allait intégrer l'académie. Mais il y a quelques jours à peine elle était malade, la jeune femme doit donc prendre soin de sa propre santé.
Le personnage principal reste simplement silencieux en réponse à cela, et le garçon dit qu'elle détestait simplement l'idée d'étudier, mais la fille prétend qu'elle a changé d'avis. Son frère prétend alors qu'elle a elle-même dit que cet endroit était fait pour les nerds, et ceux qui, il n'y a rien d'autre à faire qu'étudier. Et la jeune femme répond qu'il se trouve qu'elle n'a rien d'autre à faire. Le garçon, les larmes aux yeux, dit que cela représente 5 ans de prison et que la jeune femme devra vivre dans un dortoir. La jeune fille pense avoir une bonne raison. Elle ne doit pas rencontrer Young. La jeune femme comprend que l'Académie impériale d'Atlan est l'institution éducative la plus prestigieuse de tout l'Empire et abrite l'institut scientifique le plus avancé de l'Empire. Les enfants de familles aisées de différents continents font tout leur possible pour intégrer l'Académie, qui affiche chaque année un taux d'admission particulièrement élevé. L'Académie est également réputée pour ne pas autoriser les étudiants à quitter ses murs pendant les 5 années d'études. Le blond arrive à la conclusion que tout cela est à cause de lui. Il serre les poings et demande si sa sœur le déteste à ce point. Et à ce moment précis, les souvenirs de son passé lointain revinrent à l'esprit de Nera. Alors, le jeune homme s'écria que tout était de sa faute et demanda comment la jeune fille osait venir là. La jeune femme comprit qu'elle n'oublierait jamais ce cri de désespoir et la peur de revoir ses yeux emplis de haine. La fille ne veut pas que l'histoire se répète. Et à ce moment-là, le gars se lève de la table, il arrive à la porte et dit un peu tristement que même si c'est le cas, il est toujours triste que la fille parte. Le personnage principal ne répond pas à cela, et lorsque le garçon part, elle met sa main sur sa tête et soupire. La fille dit que le jeune homme la conduit vraiment dans une impasse, et à ce moment-là, le gars s'assoit sous la porte dans le couloir, il pense qu'il aurait dû dire quelque chose d'important à sa sœur, et se demande également combien de fois il l'a appelée par son nom. Mais ensuite il sourit, et se demande si cela signifie que la fille lui a un peu ouvert son cœur. Peu de temps après, Neira et sa servante voyagent en calèche. La servante raconte avoir entendu dire que les examens d'entrée à l'académie sont extrêmement difficiles. Et puis il demande si la dame va au moins préparer un peu, car la fille ne fait rien d'autre que manger des bonbons. Le personnage principal demande simplement à Kitty si elle savait que les bonbons améliorent la circulation sanguine dans le cerveau. En fait, les sucreries n'affectent pas la circulation sanguine dans le cerveau, et le cerveau se nourrit uniquement de glucose contenu dans les sucreries, mais tout doit être fait avec modération. La jeune femme dit à sa servante de considérer qu'il s'agit d'une sorte de préparation, et qu'il est important de préparer également son propre corps. La fille mange un autre biscuit et pense qu'il est délicieux. Elle se demande si quelque chose n'a pas un goût aussi délicieux. Neira se demande aussi si elle n'aurait pas dû emporter une autre boîte pour le voyage de retour. Mais l'un des serviteurs s'approche d'elle et prétend qu'ils sont arrivés à l'Académie Atlan. La jeune femme sort de la voiture et dit que c'est finalement arrivé. La jeune fille comprend que dès qu'elle entrera là-bas, tout va changer et leur rencontre avec Young n'aura pas lieu. La jeune femme comprend qu'elle ne doit donc pas tarder, car le passé ne doit pas se répéter à nouveau. À cette époque, le premier prince de l'Empire, Selbridemont Selbride, joue aux échecs et demande combien de candidats peuvent en l'impressionner. Il affirme avec un sourire qu'il est déjà fatigué de chercher quelqu'un pour faire ça. Son ami lui demande alors s'il en a assez de lui poser la même question chaque année. Il s'agit du fils aîné de la famille Arsien, Christopher Arsien. Le prince héritier demande si son ami est jaloux, mais le jeune homme répond simplement avec une expression sérieuse qu'il n'est pas jaloux. Le prince s'approche de lui et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est le seul qu'il a. Le gars est déjà dégoûté, mais se penche en arrière et dit qu'il est catégoriquement en désaccord avec son Altesse. Le gars prétend qu'il a entendu dire que la sœur de Christopher viendrait cette année, et la brune l'attrape par l'épaule et dit qu'il lui recommande fortement de ne montrer aucun intérêt pour elle. Il regarde silencieusement son ami et dit ensuite qu'il lui semble que le prince héritier s'est détendu, car le prince Shade est déjà occupé à rassembler des gens. Le jeune homme demande si son ami est sérieux maintenant, et la brune prétend que c'est ce qu'il a entendu à l'académie et que les murs ont des oreilles. Le prince dit que c'est mauvais, même s'il s'attendait à cela de la part de son petit frère sans valeur. Christopher affirme que beaucoup pensent que son Altesse ferme les yeux sur ce phénomène. Mais le jeune homme prétend que ce n'est pas du tout vrai, car il a donné à son frère suffisamment de temps pour abandonner cette idée. Après tout, les petits poissons sont toujours remis à l'eau, car ils sont trop petits pour être mangés, et il serait dommage de les achever ainsi. Pourtant, un bon pêcheur ne laissera jamais sa prise se perdre. La brune pense que quelqu'un a raté sa chance d'attraper un gros poisson, et de plus c'est l'Académie Atlan, là où se rassemblent les familles nobles du monde entier,
Christopher se dit certain que son Altesse comprend ce qu'il veut dire et affirme que des factions se forment entre ces murs. Le jeune homme aux cheveux argentés répond que les conflits politiques sont loin d'être un jeu d'échecs. Après tout, ceux qui sont en bas doivent y rester, et ceux qui sont montés ne peuvent pas se permettre de tomber. Et puis l'origine joue un rôle important, et il était tellement désespéré qu'il a tout géré lui-même. La brune dit que c'est mieux que de ne rien faire, et le prince héritier prétend qu'il a Christophe, et qu'il est préférable pour lui de rester avec un gros poisson plutôt que d'attraper un petit poisson. Le jeune homme prétend que son Altesse le flatte, mais il a déjà pris la décision de suivre un leader capable, même s'il a des défauches. Et au comble de tout cela, il y a son complexe d'infériorité. Puis son Altesse demande si c'est à cause de lui. Et le gars insiste sur le fait que tout est ainsi, et que de toute façon quelque chose d'intéressant se prépare. Il va à la fenêtre et prétend que la jeune femme doit être quelque part, à proximité, car Lady Myers passe ses examens d'entrée aujourd'hui. Le prince héritier est choqué et demande si la fille est la cousine de son amie. La brune demande seulement si le prince était au courant de cela, et son Altesse prétend qu'il ne le savait pas, et que donc la dame rebelle les rejoindra. Il s'assied sur une chaise et affirme que le margrave n'est pas un imbécile. Il pense qu'il fera du fils cadet son héritier, ou l'a déjà fait. Mais quelle qu'en soit la raison, le personnage clé de la faction neutre est déjà là, et Shade doit avoir beaucoup de travail. Le trône impérial de Selbird était surnommé le tombeau cramoisi. Après tout, en plus des liens familiaux les plus étroits, tous ceux qui ont du sang impérial et qui sont capables d'achever leur rival ont une chance de réussir. Et maintenant, 2 princes se battent pour le droit de s'asseoir sur le trône. Edmond et Shade Selbird. Christopher met le livre de côté et dit que puisque les factions soutenant le prince héritier sont désormais au même niveau, il était nécessaire de traiter avec les représentants de la neutralité, et la famille Myers est connue pour ses diplomates talentueux. Donc si le prince peut convaincre cette famille, ils rejoindront la neutralité. Le garçon aux cheveux argentés dit avec un sourire qu'ils le feront, mais qu'ils ne pourront le faire que si la dame réussit les examens. Il se demande si la célèbre dame a la moindre chance d'intégrer l'académie. Pendant ce temps, le personnage principal continue de manger des desserts. Peu de temps après, la belle-mère de la jeune femme a déclaré qu'elle était très inquiète des résultats et qu'elle aurait dû prier pour son admission. Le personnage principal ne comprend pas de quoi elle parle, et la femme dit avec les larmes aux yeux qu'elle est vraiment désolée que la fille parte. La jeune femme prétend que ce n'est que pour 5 ans, mais la femme dit seulement qu'elle est déjà triste. Après tout, il suffit de penser que la fille sera là toute seule pour surmonter les difficultés. La jeune fille dit à sa mère dans ses pensées qu'elle ne va pas à la guerre, mais juste étudier. La femme affirme qu'elle pensait qu'ils s'étaient rapprochés. La jeune femme trouve cela étrange, mais elle ne se souvient pas pourquoi elle détestait tant ces gens par le passé. Peut-être était-ce parce qu'ils n'étaient pas liés par le sang, ou parce qu'elle avait peur qu'ils lui enlèvent son père. La fille joint ses mains et comprend que sa mère est très inquiète pour elle-même, après toutes les choses désagréables qu'elle a faites. C'est pourquoi le personnage principal demande pourquoi la femme est si gentille avec elle. Et la dame aux cheveux roux prétend que c'est parce que la fille est sa fille. Elle prétend que la jeune femme ne la traitera peut-être pas comme sa propre mère, mais demande à Nera de s'en souvenir, qu'elle lui est aussi précieuse que son fils Grady. Elle demande à Nera de la prévenir si elle a des problèmes. Après tout, une femme l'aidera toujours. Le personnage principal ne sait même pas quoi répondre à cela. Mais soudain, une femme de chambre fait irruption dans la pièce. Elle crie qu'ils ont des problèmes avec l'académie à cause de Lady Nera. Le personnage principal regarde sa belle-mère et elle la regarde en retour. Le père de Nera crie et lui dit de se calmer après toutes les bêtises qui ont été dites. Il ordonne ensuite aux hommes de partir et de quitter sa maison immédiatement. L'un d'eux demande à M. Myers de se calmer et de bien réfléchir. Après tout, il devrait penser à la réputation de sa famille, mais le blond leur dit simplement de partir immédiatement. Puis l'autre homme dit qu'ils sont ici pour régler les choses et qu'ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas vu la dame. À ce moment-là, le personnage principal et sa belle-mère entrent dans la pièce. La femme demande si elles peuvent entrer. Tous les présents sont quelque peu choqués. La femme se contente de dire que son mari a fait lever les invités et ne leur a même pas offert de thé. Elle demande à Phileas ce que les gens pourraient penser, et bien sûr, ils auront une mauvaise opinion de leur famille. Après quoi, la femme fait un câlin. Nehru demande de quoi il voulait Lise parler avec sa fille. Un peu plus tard, le personnage principal est déjà assis avec une tasse de thé. Elle se souvient de sa conversation avec sa belle-mère. La femme lui dit de ne pas perdre courage,
car ils montreraient à ces gens ingrats à qui ils avaient affaire. Maintenant, assis à table, les invités demandent s'ils peuvent continuer. L'un d'eux demande à la dame de ne pas avoir peur, mais la jeune femme a réussi avec succès les examens d'entrée. La femme est agréablement surprise par cela. Elle se réjouit et dit à sa fille que c'est une bonne nouvelle, car elle a finalement pu s'inscrire, mais l'un des invités demande ce que signifie « bon » et prétend que la dame est bien plus naïve qu'elle n'y paraît. Après tout, la jeune fille a reçu la note la plus élevée pour une tâche que personne n'a pu accomplir dans toute l'histoire de l'Académie Atelaine. Et la dame obtient la meilleure note à chaque tâche. Néra est un peu choquée, et le garçon continue. Il demande à la dame si elle est surprise, car si c'est le cas, c'est évident. Ayant tout réussi elle-même, elle n'est pas familière avec la complexité des examens. Mais il est évident que quelqu'un a aidé la dame, et la femme est déjà libérée de sa colère par ces mots. Elle tend alors son éventail à cet invité, et lui demande comment il ose tenir des discours aussi offensants. L'homme retombe horrifié, et la femme continue, en disant qu'elle espère qu'il a suffisamment de preuves pour cela, et il sait que tricher à un examen est tout aussi difficile que les examens eux-mêmes. Néra est abordée par son père, qui lui apprend que sa mère a un jour rêvé de devenir chevalier. La jeune femme lui demande si c'est vrai, et la blonde prétend qu'elle est de la famille Cardmel, largement connue pour ses chevaliers. Les autres invités sont choqués de dire qu'ils supposent simplement que quelqu'un du comité d'examen leur a donné les réponses, puisqu'ils sont la famille Myers après tout. Le père de la jeune femme est choqué par cela. Il dit qu'en d'autres termes, les invités veulent dire qu'il a contribué à son admission. Et puis il crie s'ils ont décidé d'insulter tout le monde dans leur famille aujourd'hui. Mais l'un des hommes saute alors de son siège et demande de lui expliquer tout cela et de le convaincre du contraire. Après tout, comment leur rebelle a-t-elle pu réussir ses examens avec autant de brio? Maintenant, la jeune fille comprend que la meilleure note n'était pas due à une seule épreuve. Elle pense qu'elle aurait dû être un peu plus réservée. Pendant ce temps, l'invité affirme que la dame qu'il connaît aurait eu bien du mal à réussir ses examens. Et elle avait probablement les réponses. La jeune femme le regarde simplement d'un air froid. Elle comprend que l'homme parle maintenant de la Lady Myers d'autrefois. Mais le personnage principal est tombé par hasard dans sa vie passée sur un livre dont le langage était familier. Après avoir lu la littérature orientale de sa langue maternelle, elle s'est sentie soulagée de voir le texte dans sa langue maternelle. La jeune fille fut jetée dans un abîme de nostalgie et de regret. Et en conséquence, elle prit l'habitude de l'ouvrir et de le lire tous les jours. Harry Young lui a demandé si elle relirait ce livre, car 100 ans s'étaient déjà écoulés, et il était temps de lire autre chose. Mais la jeune fille prétendait que ce n'était qu'un hobby. Elle comprend maintenant qu'elle lit ce livre depuis 100 ans, et que les questions des devoirs étaient très simples et n'avaient qu'une seule bonne réponse. Mais la jeune femme ne comprend pas comment expliquer tout cela, car elle ne se croirait même pas elle-même. Le protagoniste soupire, et sa mère se tourne vers Sir Nazalan, et dit qu'elle doit admettre qu'il y a une part de vérité dans ses paroles. Elle désigne sa fille, et affirme que ce qu'il a dit d'elle, une femme rebelle, est vrai. Après tout, la fille était vraiment comme ça, avant Nazalan, rit et dit qu'il n'a jamais douté de la sagesse de la dame. Mais la femme l'interrompt, et dit que cependant les enfants grandissent, échangent, et que la fille aînée de la famille Myers ne peut pas être une femme rebelle toute sa vie. Le père dit que c'est vrai et qu'elle ne leur causera pas de problème pour toujours. La fille comprend avec un sourire que ses parents croient en elle, et comprend également qu'il est temps d'agir. Le personnage principal s'approche de Sir Nazalan et lui demande s'il est prêt à assumer la responsabilité de ses paroles et à jurer sur l'honneur de sa famille. L'invité s'écrie immédiatement de quelle impudence flagrante il s'agit et demande d'où vient tant d'assurance. Et la fille dit qu'elle veut demander la même chose au comte, car d'où lui vient cette confiance, pour que quelqu'un l'aide. La jeune femme dit que s'il lui demande, elle répondra que celui qui a inventé ces missions est toujours un patriote. Après tout, dans la question 57, il est dit que le détachement de volontaires, qui a participé à la bataille de Platania, a fait une erreur. Au cours de la Seconde Guerre continentale, l'armée Selbride a forcé la population civile de Platania à la rejoindre. Tous les invités sont choqués par cela, et le personnage principal continue et affirme que bien sûr, un détachement de volontaires semble mieux. Mais il demande s'il pense que cela serait approprié pour un examen pour lequel des gens viennent d'autres continents. Le personnage principal affirme qu'elle peut également énumérer de nombreuses autres erreurs, et que cela pourrait être par exemple la question 71. L'article 24 du droit commun, utilisé comme exemple, était en vigueur pour la modification,
et n'avait bien sûr aucun rapport avec la bonne réponse. La jeune fille affirme qu'elle aurait pu continuer, mais l'un des invités l'interrompt et s'écrie que quelqu'un lui a certainement donné une réponse. La jeune fille demande comment une femme connue comme rebelle a pu recevoir une telle chose, et en plus pour un devoir plein de fautes, malgré le fait qu'il s'agissait d'un examen d'entrée à l'Académie Atlan. Elle se sent même un peu mal à l'aise d'obtenir la note la plus élevée pour cela, car c'est faux dès le début. Les invités furent très offensés et s'exclamèrent « Quelle insolence !» Mais la jeune femme se contenta de dire qu'elle serait heureuse d'effectuer une tâche supplémentaire si nécessaire, et elle s'attend à ce qu'il lui pose des questions bien formulées. Peu après la bonne lit le journal, il est dit que l'Académie a été obligée de revoir tous les scores des candidats et tout le monde dans le journal parle de la dame. Kitty affirme également que Madame Charlotte, qui est rédactrice en chef pour la première fois, a fait l'éloge de quelqu'un. Le personnage principal est occupé à préparer des bonbons et dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Et la servante demande à la maîtresse si ce n'est pas bien, car elle se souvient de la grossièreté avec laquelle ces gens lui ont parlé. Neira répond seulement que d'une certaine manière, ils avaient eu raison, et la jeune femme se rend compte à quel point elle est habituée à être vue. Elle a toujours été un casse-tête pour la famille Myers. La jeune fille dit à la servante qu'elle ne s'intéresse qu'à une seule chose et lui demande pourquoi personne ne l'a contredite ou réprimandée, et aussi pourquoi tout le monde a fermé les yeux sur son comportement. La servante a simplement dit que c'était pour le bien de Neira. La fille choquée lui a demandé de quoi elle parlait, et la servante affirme que tout le domaine était au courant de cette rumeur. Le personnage principal demande de quelle rumeur il s'agit. La servante demande si sa maîtresse s'en souvient, puis prétend que tout le monde voulait juste qu'elle vive une vie bien remplie, puisque sa mère est décédée et qu'elle a immédiatement eu une belle-mère et un demi-frère. Mais le personnage principal dit à sa servante de se mettre au travail. La servante n'est pas sûre que cela vaille la peine de le dire. La fille prétend que tout va bien et laisse Kitty le lui dire. La brune affirme alors qu'elle a été déchirée à cause de la mère de sa maîtresse. Les fiançailles de son père, avec dame Ygren Neira, est choquée par cela. Elle comprend que son père n'a pas livré sa mère. La servante soutient sa maîtresse et dit qu'elle savait que cela arriverait, car la fille avait le même visage lorsqu'elle en a entendu parler pour la première fois, et elle a pleuré toute la nuit pendant que Kitty était avec elle. La jeune femme pense seulement qu'elle détestait son père pour avoir amené une maîtresse à la maison avant la mort de sa mère, et elle la méprisait toujours lorsque cette femme se comportait comme une margravine, alors qu'elle n'était en réalité qu'une maîtresse misérable. Mais en réalité, tout était complètement différent, à cause de la mère du personnage principal. Elle a ruiné la vie de 2 amants, et a même donné naissance à un enfant, puis est décédée subitement. Maintenant, la jeune fille comprend pourquoi, sans elle, ils auraient eu une vie très heureuse, et tout cela parce que la jeune femme avait peur de perdre son seul endroit. Neira a fait tout cela pour que personne ne l'oublie. Maintenant, la fille réalise tout. Après tout, avant cela, elle n'avait fait que tout détruire de ses propres mains. Peu de temps après, elle et sa famille sont partis en calèche. Le père demande à Neira si elle veut les accompagner. Mais la jeune fille se contente de lui demander de quoi il parle, car ils sont presque à la cérémonie d'initiation. Le blond dit que sa fille comprend parfaitement qu'il parle d'autre chose et qu'elle doit le faire. Mais Ygren dit alors à son mari de surveiller son tonce. Le père prétend alors qu'il demande à Neira un voyage sur le grand continent oriental. Après tout, c'est un endroit où le soleil ne se couche jamais. Ce pays est également connu pour sa culture millénaire. L'empereur y envoie sa délégation pour s'en rendre compte par eux-mêmes. Et comme leur famille est réputée pour ses talents de diplomate depuis de nombreuses années, ce serait une excellente occasion. La jeune femme comprend que c'est effectivement une bonne occasion. L'occasion de réduire toute la famille en poussière. Par le passé, elle avait accepté sa proposition sans hésitation. Fatiguée et seule, elle voulut s'échapper de là. Et c'est sur le continent oriental qu'elle rencontra Heryang. La jeune femme se rend compte à quel point elle est stupide, car c'est ce qui a provoqué cette tragédie. Mais elle souhaite un bon voyage à ses proches, le sourire aux lèvres. Les parents sont touchés. Ils serrent leur fille dans leurs bras. Grédan court également vers sa sœur et lui demande s'il peut écrire sur les feuilles. Le personnage principal lui dit de faire ce qu'il veut et vous demande de prendre soin de lui, puis se dirige vers l'académie. Ygren dit qu'elle a un sentiment étrange, et la femme continue de penser que la fille a sacrifié quelque chose pour eux. Et c'est quelque chose de très important pour elle, mais elle espère que tout ira bien pour sa fille. À ce moment-là, dans l'académie, les étudiants sont assis à table. Une jeune femme aux cheveux verts admire M. Martien. Elle dit que sa confiance attire l'attention.
ainsi que son charisme et sa taciturnité. Eh bien, la fille demande pourquoi la cérémonie n'a pas encore commencé. Le garçon roux à côté d'elle répond qu'il l'ignore, car le prince héritier, c'est-à-dire le président du conseil des élèves, n'est pas encore là. Le gars prétend qu'il a peut-être été appelé en urgence. Mais soudain, un homme crie à nouveau pour savoir si le gars s'est parti. Il crie également que le président du conseil étudiant ne sait que rester les bras croisés sans rien faire. Alors, Christopher dit qu'il va aller le chercher, car il ne pense pas que le gars soit allé bien loin. L'homme affirme que c'est tout simplement impensable et demande à ce qu'on lui dise qu'il est le seul disparu. Et bien soudain, la servante du personnage principal se retourne avec un plateau et les larmes aux yeux, prétend que sa maîtresse n'est pas là non plus. 2 heures avant la disparition de Nera, elle et sa servante marchèrent dans le couloir. Kitty avait du mal à croire qu'elle était désormais la servante personnelle de Lady Nera. Elle pensait qu'elle ferait tous ses efforts et que personne n'oserait dire du mal de sa dame. Et elle va aussi essayer très fort de faire en sorte que la maîtresse lui ouvre son cœur. Mais soudain, le personnage principal s'arrête et la servante lui rentre dedans. Kitty demande si la dame est blessée et la fille regarde simplement les gens qui bavardent autour d'elle. Tout le monde dit que c'est la célèbre Lady Myers qui a obtenu la meilleure note aux examens d'entrée. Mais parmi ces gens, il y a une fille qui est très mécontente de cette situation. Le personnage principal se sent mal à l'aise de passer à côté d'eux. La jeune fille ne pensait pas qu'elle attirerait autant d'attention. Elle dit à sa femme de chambre qu'elle a une mission pour elle. Quant à une servante personnelle, Kitty était si gênée qu'elle cria que sa maîtresse ne ferait que donner des ordres, et qu'elle ferait tout. Neira dit qu'elle est heureuse d'entendre cela, et demande ensuite si la femme de chambre lui trouvera l'endroit le plus calme de la capitale. Et quand elle aura le temps qu'elle découvre la cuisine de l'académie, car elle devra préparer un plan pour manger des sucreries pendant la semaine, elle dit également à Kitty de ne pas oublier et d'en apporter une poignée. La servante choquée demande à la dame si elle veut qu'on la laisse tranquille. Puis la jeune femme pointe du doigt un endroit et dit qu'elle va s'asseoir là pour le moment. Là où règne le calme et la tranquillité, elle attendra la servante. Celle-ci affirme que c'est ce que sa maîtresse lui a dit, mais elle ne comprend absolument pas où cette fille séduisante a disparu. À ce moment-là, le prince héritier, se promenant dans le jardin éternue, il dit qu'il semble avoir attrapé un rhume. Il espère également que Chris ne sera pas trop en colère, mais il pense qu'il n'a pas à s'en soucier, car c'est une si belle journée et la vue est magnifique. C'est donc le moment idéal pour sécher les cours et s'amuser. Il regarde l'un des arbres et pense que faire une sieste à l'ombre est une bonne idée. Mais ensuite il voit qu'il y a déjà quelqu'un là-bas. Le gars dit que celui qui a osé se reposer là doit être un étudiant de première année, ignorant, et il vaudrait mieux qu'il soit prêt à payer. Mais ensuite il ne termine pas sa phrase et est surpris par ce qu'il voit. Après tout, une jeune fille gît sous l'arbre. Le prince héritier réalise que dans cet empire, Neira Delmayers a les cheveux blonds cendrés. Il pose sa main sur sa tête et pense que cette fois, il ne la laissera pas partir. Mais un peu plus tard, Christopher crie déjà furieusement sur le prince. Il demande si le gars est devenu fou, puisqu'il se permet de sécher les cours. Le jeune homme demande s'il était si difficile de rester assis en silence pendant la cérémonie d'initiation. Le prince demande simplement à son ami de se calmer. Et la brune demande toujours avec colère s'il ressemble à celui qui est prêt à se calmer. Car en tant que président du conseil étudiant, il devrait avoir le sens des responsabilités. Maintenant, Christophe comprend pourquoi le prince lui a demandé de prononcer le discours de bienvenue. Il crie qu'il perd son temps avec le président et dit à Chris de surveiller ses paroles. Mais la brune ne peut plus se retenir et demande si ce connard sait à quel point il a dû tout décider pour lui. La dame aux cheveux verts et son ami regardent tout cela. Elles se rendent compte que ces deux-là vont se révéler assez proches. Le prince héritier demande alors qui sont ces hommes. Puis il se présente. La fille prétend s'appeler Rebecca Dillis et le garçon dit s'appeler Cédric Heikendorf. Le prince ne comprend pas au début et dit qu'il a entendu ces noms quelque part. Mais ensuite il se rend compte et demande si ces deux-là sont les deuxièmes dans le classement des candidats. Et puis il demande ce qu'ils ont bien pu oublier, à côté d'un crétin comme Chris. La brune hurle que le jeune homme est recherché et le doyen demande de les retrouver tous les deux. Le personnage principal se réveille à ce moment-là et leur dit de se taire. Et Brenet se rend compte que c'est son prochain mal de tête. Il se tourne vers Neira Delmayers et dit qu'il avait de grandes attentes à son égard lorsqu'il a appris la nouvelle. Mais la jeune fille n'était pas encore arrivée qu'elle avait déjà fait sensation. Le personnage principal se contente de leur demander s'ils se connaissent. Puis l'homme sous le choc lui demande si elle reconnaît son cousin. La fille le regarde
et essaie de le reconnaître. Le prince héritier ne peut plus retenir son rire. Il dit que Chris n'est pas si connu parmi ses proches. Neira demande seulement si le gars est son cousin. Elle comprend que c'est celui qui est à l'académie depuis tout ce temps. Puis il demande s'il est par hasard le cousin qui a tenté d'entrer à l'académie à 5 reprises. Le garçon est gêné et ne sait même pas quoi répondre. Neira se souvient que Christopher Arcien est un confident du prince héritier de l'Empire Selbride. Premier candidat à l'Académie Attelan. Il est issu d'une famille noble, réputée dans tout l'Empire trésorier. Du conseil étudiant, il rayonne de puissance et de charisme. Et étant devenu l'objet d'affection de nombreuses étudiantes de l'Académie, même, un homme aussi prospère que Christopher a un passé qu'il aimerait cacher. Le gars se demande si sa cousine se moque de lui. Maintenant, il veut déjà lui dire quelque chose. Mais le prince le fait taire. Il rit simplement et dit qu'il s'avère que leur trésorier a des problèmes de gestion de la colère. Et peut-être qu'il est juste content d'avoir rencontré son doux cousin, et la fille ne comprend pas qui est ce type. Elle lui demande pourquoi il rit ici, perturbant son sommeil, et demande où sont les manières du jeune homme. Pétia aurait au moins dû s'excuser. Le gars Leleish continue de rire, et dit qu'avant de demander pardon, il faut d'abord comprendre une chose, car cet endroit lui appartient. Le personnage principal dit qu'elle ne voit pas encore son nom, et le jeune homme affirme que c'est pour l'instant. Puis Neira affirme qu'il a déclaré sa place accessible à tous. Et c'est un peu puéril. La servante court vers sa maîtresse et lui dit qu'elle est la présidente du conseil étudiant et la prince héritier de l'Empire. Et puis il dit qu'ils n'ont pas du tout de temps et que la cérémonie d'initiation est sur le point de commencer. Christopher ajoute que ça commence dans 5 minutes, donc il devrait se dépêcher. Le garçon aux cheveux argentés demande à la fille si elle veut y aller. Le personnage principal se lève et dit qu'elle y va seule. Et dans ses pensées, il ajoute qu'il le fera de la même manière qu'il envisage de changer son propre destin. Et finalement, l'engrenage du destin commença à tourner. À cette époque, une grande célébration avait lieu dans le palais du Dragon Noir, le souverain de la mer du Nord. Dans les murs du palais, un héritier est né béni par le Dragon Noir lui-même. Et après 3 jours de long travail, l'empereur de la mer du Nord a donné le nom de Harryong à son fils, affirmant que le bébé serait sans aucun doute le prochain souverain. Après tout, les cieux eux-mêmes l'ont béni. Le prophète gardien doit scruter l'avenir et leur dire qui le chassera. Eh bien, il reste silencieux pendant un moment. Puis l'empereur demande pourquoi il hésite, et le prophète dit qu'il est désolé, mais qu'il est venu avec de mauvaises nouvelles. Après tout, celui qui est destiné au prince par le destin est né dans un autre monde, et pour que son avenir soit heureux, il doit trouver son destin lorsqu'elle atteint un certain âge. Tout le monde a été quelque peu choqué par cette nouvelle. Les servantes commencèrent à chuchoter et à suggérer que la fille serait une personne pathétique, celle dont elle détestait le plus l'apparence. Pendant longtemps, les habitants du palais du Dragon Noir ont essayé de se remettre du choc, mais la prophétie était destinée à se réaliser. Le prince grandit et devint plus fort, et son apparence devint digne de l'héritier du trône. À ce moment-là, 2 marins discutaient. L'un d'eux a affirmé qu'un navire était arrivé de l'ouest et qu'il s'agissait des proches du personnage principal. Le père a dit à son fils de faire attention en quittant le navire et de ne pas se blesser, et aussi que le garçon ne devrait pas errer dans des endroits inconnus. Le garçon a dit à son père de ne pas s'inquiéter et a affirmé qu'il était également intéressé par quelque chose. Il dit se souvenir que les livres qu'il a lus sur le continent oriental disaient que ses habitants avaient les cheveux et les yeux noirs, mais beaucoup de gens ne sont pas différents d'eux, et le père répond que c'est parce que l'Empire Han, de tous les États du continent oriental, est le plus proche de la mer occidentale. Et grâce à de nombreuses années de coopération commerciale, de nombreuses personnes ont déménagé d'un empire à un autre. Nous, les peuples autochtones, vivons loin de la mer et sommes très différents d'eux, ceux qui ont les cheveux noirs. Mais soudain, le père interrompt son histoire, car il voit que son fils est distrait. Mais le jeune homme ne voit qu'un gars aux cheveux noirs. Puis l'homme blond prononce le nom de son fils un peu plus fort et lui demande ce qu'il regarde tant. Le garçon répond qu'il a imaginé quelque chose et que ce n'était probablement qu'une ombre. Le père affirme qu'il a dit à son fils de ne pas se détendre, puis ils continuent leur chemin. À ce moment-là, la servante se tourne vers son Altesse et demande ce que regarde le maître. Le même enlève sa cape et dit qu'il semble avoir trouvé quelque chose, mais qu'il se trompe peut-être. Le gars a l'air très fatigué. Se trouve désormais celle qui lui est destinée. La servante est un peu choquée. Elle remet immédiatement la capuche sur le gars et dit que son Altesse doit cacher son visage, car ce n'est pas leur monde, et ils doivent être extrêmement prudents.
Le jeune homme repousse simplement sa main et prétend que c'est suffisant, puis demande si ce n'est pas pour cela qu'ils ont utilisé le charme de camouflage. La dame affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que quelqu'un les voit. Noseseine. Il serre sa cape et dit qu'il veut affronter son destin au plus vite. La jeune fille le comprend dès leur arrivée dans un autre monde. À la recherche de l'élu de ses altesses, et plus d'un an s'est écoulé si la prophétie ne ment pas, alors le temps est déjà venu. Mais la fille pense qu'elle aimerait qu'il ne puisse pas trouver son destin. La servante dit à son Altesse de ne pas s'énerver. Ils rencontreront certainement à nouveau leur destin. 2 ans plus tard. À l'Académie Attelant, tout le monde était occupé avec ses propres affaires, et le personnage principal et son ami marchaient dans le couloir. La fille aux cheveux verts dit que Christopher doit être très fier, et elle n'avait aucune idée que Lady Béatrice serait la prochaine Estelle. Néra demande si ce n'est pas évident. Estelle signifie étoile en latin. Le personnage principal raconte que dans sa famille, le prénom Estelle est déjà porté depuis 3 générations. Il s'agissait de Béatrice, la sœur cadette de Christopher. Elle l'a reçu immédiatement après son arrivée. Ce nom était donné chaque année à la fille qui avait le plus de succès dans l'académie et à tous ceux qui avaient reçu ce titre dans l'académie. Une fois ce projet terminé, ils s'établirent avec succès dans la haute société de l'Empire, mais ils ne placèrent pas de tels espoirs en qui que ce soit. Comme Béatrice Arcien, sa mère était comtesse et sa grand-mère duchesse, et elle compte parmi les plus illustres porteuses du titre d'Estelle. Néra dit que Béatrice est la plus jeune femme à avoir reçu le titre de Estelle, et elle doute qu'il y ait quelqu'un de plus digne que cette fille. La dame aux cheveux verts dit qu'elle pense que le vice-président est plus digne. Le personnage principal se retourne et demande de qui parle la fille, puis la dame aux cheveux verts confirme ce qu'elle dit de Neira. La jeune femme, du coup, réalise qu'elle s'est retrouvée parmi les membres du conseil étudiant en tant que vice-présidente, et tout ça à cause du prince agaçant. La jeune femme aux cheveux verts demande si Néra se rend compte de sa popularité auprès des autres élèves. Après tout, elle défend toujours son point de vue auprès des professeurs et fait preuve de fierté, ne lésinant pas sur les expressions mêmes lorsqu'elle parle au prince. Et un beau jour, plusieurs filles ont harcelé Néra. Elles ont dit à la jeune femme d'arrêter de flirter simplement parce qu'elle était belle, intelligente et capable. L'autre fille a affirmé que si Néra continuait à se comporter ainsi, il prendrait des mesures. Les filles ont demandé à la jeune femme si elle savait qui elles étaient. Le personnage principal dit simplement avec un sourire que ces dames sont si mignonnes et qu'elle veut avoir une fille comme ça. Les filles sont choquées et la jeune femme va les prendre dans ses bras. Elle explique au personnage principal qu'il doit être difficile de parler aux garçons qu'elle aime. Et c'est terriblement gênant, mais le sentiment est plus fort, car même si leur indifférence fait mal, les filles continuent de soupirer à leur sujet. Même s'ils détestent l'idée même d'un amour non partagé, ils n'y peuvent rien. La blonde cède à ses sentiments avec de tels mots, et les larmes lui coulent aux yeux. La dame aux cheveux blancs dit simplement que ces méchants garçons blessent leurs sentiments, en ne remarquant pas des dames aussi charmantes. Mais ce n'est pas grave, car ces sentiments ne resteront pas avec elle pour toujours. Donc les filles ne devraient pas le prendre à cœur. La dame aux cheveux verts dit qu'après ce jour, toutes les filles ont fait de Néra leur idole principale. En discutant de ses soins maternels de nombreuses filles, en sont arrivées à la conclusion qu'elle était plus sage que leur propre mère. Le personnage principal est d'abord surpris, puis pense que qui en douterait, car elle vit depuis plus de 100 ans. La dame aux cheveux verts continue et dit que c'est pourquoi tout le monde veut que Néra concourt pour le titre d'Estelle. Mais la jeune femme dit simplement qu'elle n'osera pas faire une telle chose. Rebecca, suivant le vice-président, pense que la fille s'ennuie tout simplement de participer à cela. Mais elle dit que dans tous les cas, l'Académie accueillera bientôt un festival, et elle espère que tous les préparatifs seront terminés. Le personnage principal affirme qu'elle aussi espère qu'ils en auront fini. Peu après, elle est assise avec les autres au bureau. Mais soudain, quelque chose la choque. La jeune fille s'enquiert de l'ordre de l'empereur. La jeune femme répond qu'ils sont déjà occupés à préparer la fête et qu'ils sont également invités à la célébration du jour de la fondation. Le prince lève simplement les mains au ciel et dit qu'il ne peut rien y faire, puisque le décret de l'empereur est arrivé de manière si inattendue. Il dit que la jeune fille comprend qu'il s'agit d'une célébration du bicentenaire de la fondation de l'Empire, et c'est pourquoi l'empereur a émis un décret spécial selon lequel les membres du conseil étudiant de l'Académie doivent participer. Et bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'être là. Néra sourit à ces mots, et l'homme ajoute
qu'elle célèbre la fondation de l'Empire. Il emmènera Frédéric et Neira. Le personnage principal est choqué et s'exclame « Pourquoi l'emmener? Après tout, elle a beaucoup à faire, et ne serait-il pas préférable d'emmener Chris avec elle ?» Et son Altesse prétend que Chris organise le festival. L'héroïne comprend que c'est bien le cas, mais elle n'est pas d'accord. Le prince héritier déclare que, comme tout le monde a beaucoup de travail, leur réunion est terminée. Après tout cela, la jeune femme soupire. Elle dit aussi qu'elle est déjà au travail et demande quand elle trouvera le temps pour cela aussi. Rebecca s'excuse et dit que beaucoup de choses se sont accumulées, et Neira saute de sa chaise et dit qu'elle doit manger quelque chose de sucré et laisser les gars dire à Kitty de cuisiner quelque chose. Mais soudain, quelqu'un s'approche du personnage principal. C'est un gars aux cheveux blonds. Il prétend avoir entendu dire que la fille représenterait le conseil étudiant lors de la célébration en l'honneur de la fondation de l'Empire. Le gars demande quel genre de merveilleuse coïncidence c'est et demande si Neira lui ferait l'honneur d'être là en tant que sienne. La jeune fille pense que lorsqu'elle est entrée à l'académie, elle n'avait qu'un seul objectif, étudier avec assiduité et profiter de la vie. La jeune femme comptait bien poursuivre dans cette voie, juste pour éviter d'être expulsée. Mais devenir vice-présidente du conseil étudiant a tout changé, et tout cela parce qu'elle a rencontré la mauvaise personne il y a 2 ans. Dans les livres qu'elle avait trouvés dans l'Empire de la mer du Nord, elle tombait sans cesse sur un nom, celui du nouvel empereur, Edmond Salbride. Il fut le dirigeant du premier empire du monde qui ouvrit officiellement le commerce avec le continent oriental. Il succéda à l'empereur actuel qui fit de son empire une grande puissance. Il fut loué pour avoir inauguré l'âge d'or de la dynastie Celbride, et le nom complet de ce grand souverain était Edmond Rufus de Celbride. La jeune fille n'avait aucune intention de se rapprocher de lui, mais qui aurait pu penser qu'après avoir à peine rompu les liens avec son prince héritier élu, elle se retrouverait à assister à l'ascension de Sa Majesté? La jeune fille comprend que maintenir une relation avec lui signifie être impliquée dans des conflits politiques, et dès que la jeune femme pense à tout cela, sa tête commence immédiatement à lui faire mal. Du moins, c'est ce que pensait la fille. Mais quand elle mangeait des bonbons, ses pensées n'étaient plus les mêmes. Le prince héritier a demandé si Lady Neira était sûre de ne pas vouloir devenir vice-présidente, car si elle acceptait le gars, lui donnerait un accès illimité au dessert. La jeune fille comprend que le jeune homme l'a soudoyée avec ses satanés desserts. Et maintenant, 2 ans plus tard, elle a 18 ans. Elle n'est sûre que d'une chose, c'est qu'elle a pu changer son destin, car au lieu de la vie d'Ainby, elle a pu donner naissance à celle de Neira Delmyers. La jeune fille dit qu'en y réfléchissant, elle pourrait même laisser une trace dans l'histoire. En tant que Neira Delmyers, la dame qui a changé son destin, c'était son seul objectif, et la jeune fille n'avait aucune intention de se laisser entraîner dans les querelles politiques de ces 2 idiots. L'autre prince demande maintenant si son frère est contre le fait que la fille le rejoigne. Le personnage principal soupire simplement et dit qu'en tant que membre du conseil étudiant, elle devrait le traiter avec respect. Mais soudain, Rebecca crie au jeune homme d'arrêter de se comporter comme ça. La jeune fille le regarde avec colère et demande si le prince ne pense pas qu'il est impoli de demander à quelqu'un de l'accompagner en société. Eh bien, le jeune homme s'approche simplement de la fille et demande si c'est Rebecca. Car si c'est le cas, il lui demande de lui pardonner de ne pas avoir pu se conformer à toutes les formalités. Mais il dit qu'il ne pense pas que ce soit une excuse pour la jeune femme, qui était tout aussi inconsciente de leur existence. La dame aux cheveux verts prétend n'avoir posé la question qu'en tant qu'étudiante à l'académie, et le prince ne peut s'empêcher de sourire. Le personnage principal se demande s'il a ri maintenant, et le prince dit à Rebecca qu'elle rêve clairement, et il espère que la jeune femme ne pense pas qu'elle et Lady Neira occupent la même position dans la société. Famille Dillis était certainement réputé pour ses scientifiques, mais il avait entendu dire que le frère de la jeune fille avait été choisi comme héritier. Le prince insiste donc pour que Rebecca connaisse sa place et la traite de fille sans valeur. Le personnage principal ne le supporte pas et dit à M. Shade de surveiller son langage. Le gars demande s'il a été trop impoli et s'excuse d'avoir blessé Lady Neira, car il n'avait jamais voulu faire ça. Après quoi, il demande quelle sera la réponse de la jeune femme, ou si elle lui ordonnera de continuer à attendre. Il affirme qu'il aimerait beaucoup que Neira se joigne à lui pour célébrer la fondation de l'Empire. Le personnage principal ne sait même pas quoi répondre à cela. Mais soudain, une autre dame entre dans la pièce. Elle s'excuse auprès de son Altesse et dit que c'est un peu excitant, mais qu'elle aimerait qu'il lui tienne compagnie. Le gars est un peu gêné et surpris, et le personnage principal se demande ce que fait la fille là.
Le prince demande si Dame Estelle souhaite qu'il l'accompagne, et la dame aux cheveux roux répond qu'elle ne sait rien du tout de M. Edmond, et elle ne pourra évidemment pas inviter son frère. Alors elle dit un peu gênée qu'elle voulait demander à son Altesse. Mais il demande si elle est en retard. Le gars dit aussi qu'il est flatté que Lady Béatrice le cherche. Après tout, lui et Néra venèrent de terminer leur conversation. Il dit que la jeune fille pourrait ignorer sa récente demande en mariage. Elle lui demande pardon pour la gêne occasionnée. Le personnage principal est choqué, et le fils répond avec un sourire forcé, qu'il le fera bien sûr. La dame aux cheveux roux dit qu'elle aurait dû inviter le jeune homme plus tôt et remercie la jeune fille pour sa compréhension. Et elle murmure elle-même que Néra sera moi et devra l'être. Le personnage principal est un peu choqué, pensant que la jeune femme l'a aidé. La jeune fille demande si elle peut savoir de quelle couleur de vêtements le prince prévoit de porter pour la célébration, car sa tenue doit correspondre à la sienne. Et le prince dit que c'est bien sûr ainsi, et dit ensuite au revoir à Néra et Rebecca. La dame aux cheveux verts s'excuse alors, auprès du personnage principal. Elle dit avec les larmes aux yeux qu'elle n'aurait pas dû intervenir. Et Néra la serre dans ses bras et lui dit qu'elle n'a rien fait de mal. Au contraire, elle voulait la remercier d'avoir défendu Rebecca. Il ajoute que la jeune fille ne devrait pas prendre les paroles du prince à cœur. Après tout, il n'en vaut pas la peine. Peu de temps après le jour de la fête, arriva, et deux hommes se promenèrent dans la ville. L'un d'eux a dit que la célébration en l'honneur de la fondation de l'Empire était grandiose, et son ami a dit que c'était vrai, et que des invités tous les continents étaient arrivés dans leur empire. Et puis le gars regarde l'un des wagons et demande d'où viennent ces gens. Mais en voyant les cheveux noirs, ils comprennent qu'ils viennent très probablement du continent oriental. La noblesse célèbre également le jour de la fondation du pays, et le prince marche bras dessus bras dessous avec Béatrice. Et le prince héritier s'approche de Néra et affirme que la célébration était magnifique, mais c'est probablement parce que cette année marque le bicentenaire. Le jeune homme aux cheveux argentés dit que cette année, Sa Majesté a fait un excellent travail, car en plus de la célébration du jour de la fondation, un festival se déroule également à l'Académie. Et au total, il y a 11 jours fériés, et c'est maintenant la saison touristique dans la capitale. Mais l'empereur doit se vanter de quelque chose auprès des invités qui arrivent. Pour leur montrer l'ampleur de l'Empire Selbride, le personnage principal dit qu'elle espère que tout se déroule selon le plan de Sa Majesté. Le prince héritier affirme que cela est bien sûr vrai, et que lui aussi aurait réussi après une célébration réussie. Mais soudain le gars remarque que la musique a changé. Il se rend compte que c'est une musique pour danser lentement. Il tend donc la main et demande à Néra si elle veut bien lui faire l'honneur de le faire. La jeune femme lui demande simplement avec méfiance ce qu'il veut, et le garçon, sous le choc, lui demande s'il doit vraiment avoir des motifs personnels pour l'inviter à danser. Le gars dit que son frère apprécie la compagnie de Lady Estelle, donc il ne peut pas simplement regarder. Le personnage principal dit qu'elle est sûre qu'il y aura beaucoup de femmes là-bas, en plus d'elle, qui seraient heureuses de danser avec lui. Et le gars prétend qu'il a besoin de tout pour paraître politiquement neutre. Le personnage principal pose son verre et demande si c'est tout, et le gars répond que ce n'est pas le cas. Il embrasse la main de la jeune femme et prétend qu'il ne fait pas ça tous les jours. Puis les deux commencent à danser. Tout le monde dans la pièce regardant ce couple chuchote et demande si cette fille est la fille aînée de la famille Myers, et aussi les rumeurs ne mentent pas, et la fille est vraiment une beauté.